Issu du monde agricole, il a posé ses conditions avant de se lancer en politique active. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Toupin. Bonjour, M. Morin. M. Toupin, vous avez été ministre de l'Agriculture pendant 5 ans, là, de 70 à 75, mais votre enfance et vos occupations professionnelles vous préparaient à cette fonction-là. Oui, j'ai resté sur la ferme de mon père après le cours primaire jusqu'à l'âge de 22 ans. J'aidais mon père aux travaux de la ferme. Pendant cette période-là, évidemment, je me suis intéressé aux mouvements sociaux dans la paroisse qui concernaient les jeunes. Alors, j'ai adhéré à un des mouvements qui s'appelait la JRC, la Jeunesse rurale catholique. On était à l'époque des années 50 où des mouvements d'action catholique étaient très actifs. Il y en avait dans la JSC, il y en avait dans le JOC et il y avait la JRC. Alors, j'ai adhéré à la section locale et mon travail consistait à faire des activités pour financer la section locale. J'ai fait ça pendant 2 ans, 2 ans et demi. Par la suite, j'ai été invité à participer au plan diocésain. Alors, au plan diocésain, évidemment, c'était le même travail que je faisais dans des sections locales, sauf que je le faisais dans un plus grand nombre de paroisses. Alors, mon travail consistait à fonder le mouvement dans des paroisses et à aider les mouvements, le mouvement dans des paroisses en difficulté. J'ai fait ce travail-là pendant 2 ans, c'était bénévole. Après ça, j'ai été invité à participer au comité national. Le comité national, c'était une job permanente. Alors là, ça remettait en cause une chose, parce que quand je suis sorti de mon cours primaire pour m'intéresser à la ferme, mon but, c'était de devenir fermier. Un gros fermier, une grosse ferme, à la pointe de la technologie, c'était mon rêve de gars de 15 ans, évidemment. Alors, j'ai été obligé de négocier ça un petit peu si je voulais aller à la centrale nationale. Alors, de fait, j'en ai parlé à des amis, j'en ai parlé un peu avec mon père, qui, en passant, n'était pas tout à fait d'accord, parce qu'il voulait que je reste. Mais j'en ai parlé quand même, évidemment. Et après plusieurs consultations, j'ai décidé d'y aller. J'ai décidé de me rendre à Montréal, sur la rue Bloomfield, à Outremont, participer au comité diocésain, c'est-à-dire le comité national de la JRC. Alors, mon travail là-bas consistait à développer des diocèses. Alors, il y avait des diocèses où il y avait des sections, il y avait des organisations. Dans d'autres diocèses, il n'y en avait pas. Alors, en particulier, le diocèse d'Amos et le diocèse de Rimouski. Ça a été les 2 diocèses dans lesquels j'ai le plus travaillé. Mais j'ai visité aussi presque tous les diocèses du Québec, ce qui m'a donné une vue d'ensemble du Québec dans son ensemble, c'est le cas de le dire. Et je me suis rendu compte, évidemment, que les problèmes des jeunes ruraux, que ce soit à Québec, que ce soit à Sherbrooke, que ce soit à Trois-Rivières ou à Chicoutimi, ils étaient tous les mêmes. Hein? On rencontrait les mêmes problèmes. C'est un problème d'éducation à cause, évidemment, de manque d'institutions dans le milieu rural. Il y avait seulement le cours primaire. Et un problème de chômage. Le chômage était répandu un peu partout. Alors, j'ai fait ça pendant 4 ans à la Centrale nationale. Et après 4 ans, je me suis invité à l'UCC. Il y avait un poste ouvert à l'UCC d'Amos, donc je l'ai accepté. L'UCC qui est un peu pris avant l'UPA. Oui, l'UCC, c'est l'UPA qui a remplacé l'UCC. Alors, il y avait un poste ouvert à Amos, alors je me suis rendu à Amos. Je connaissais le milieu, j'ai rencontré le président, j'ai rencontré le directeur général de la Fédération d'Amos, et ensemble, ils ont accepté de m'embaucher pour faire de l'activité syndicale, évidemment, faire le travail que l'UCC faisait, soit fonder des syndicats dans les paroisses, soutenir les syndicats qui avaient des difficultés, etc., etc. Non. Je me trouvais un peu chez nous parce que j'avais travaillé beaucoup dans le diocèse d'Amos quand j'étais dans la région catholique. Donc, je me suis bien senti, je me suis bien adapté et les agriculteurs m'ont bien accueilli aussi dans l'Abitibi. Alors, j'ai fait 5 ans en Abitibi et après, il y a un poste qui est ouvert à Trois-Rivières. Le directeur général de l'époque a démissionné. Alors, j'ai fait l'application sur le poste et j'ai obtenu le poste aux Trois-Rivières.
Alors, j'ai travaillé aux Trois-Rivières, la même chose que je faisais à Amos, évidemment. Je travaillais avec des syndicats spécialisés, des syndicats à caractère général. Au fond, c'est toute l'organisation syndicale, évidemment, de l'UCC de l'époque. Et après ça, évidemment, c'est ouvert les portes de la politique. Est-ce au moment de la jeunesse rurale catholique, à ce moment-là, vous avez rencontré M. Claude Ryan? Oui, j'ai connu M. Ryan à l'Action catholique. Lui, il était secrétaire national de l'Action catholique, évidemment. Alors, il était responsable de tous les mouvements de l'Action catholique, y compris le nôtre. Alors, il venait souvent nous donner des conférences. Et je l'ai rencontré à quelques reprises tout seul pour prendre des discussions. Je l'admirais beaucoup à l'époque, évidemment. J'étais jeune et lui aussi, et pas tellement plus vieux que moi. Alors, j'aimais ça discuter avec lui. Je l'ai connu là, surtout dans l'Action catholique, oui. Et par quelle influence vous êtes arrivé à la politique? Je suis arrivé en politique un petit peu par la porte de côté ou par la porte d'en avant, je ne sais pas quelle porte on peut dire. Il est paru dans le journal local, le Nouvelliste, évidemment, une annonce disant que Normand Toupin se présentait candidat libéral dans le comté de Champlain. Ce qui était faux. Je croyais que c'était une rumeur. Alors, j'ai appelé le journal, je leur ai dit, écoutez, c'est faux, vous demanderez de corriger la situation si c'était possible. Alors, ils ont dit, oui, on va vous régler ça. Mais au fond, c'était pas une rumeur, parce que 3-4 jours après, j'ai eu un appel téléphonique de la part du responsable du parti pour trouver des candidats dans la région de la Mauricie. Alors, on a nommé M. Richard, je pense. Alors, je l'ai rencontré, M. Richard. Il m'a demandé de le rencontrer. Je l'ai rencontré. Et il m'a offert le comté de Champlain. Alors, j'ai dit non, je ne suis pas intéressé du tout. Je ne connais pas la politique. Je n'en ai jamais fait. Je n'ai jamais été membre d'un parti politique. À part de ça, évidemment, il ne faut pas oublier que c'est l'ancien comté de Maurice-Bellemare. Alors, c'est un comté qui est fortement Union nationale. Les risques sont trop grands. J'ai une jeune famille, j'ai une maison à payer, j'ai un travail que j'aime. Alors, je préfère garder ce que j'ai plutôt que de risquer la politique. Alors, ça a été la deuxième étape. La troisième étape, évidemment, c'est que le président régional du Parti libéral m'a appelé et il m'a demandé de le rencontrer. Alors, je me suis dit, le responsable des candidats d'une part, le président régional d'autre part, là, c'est plus que des rumeurs, il y a quelque chose de sérieux en dessous de ça. Alors, je l'ai rencontré, il m'a fait la même proposition. Il m'a offert de prendre le comté de Champlain. Alors, je lui ai donné la même réponse. Je lui ai dit, écoute, j'aime ce que je fais. J'ai une jeune famille, j'ai une maison à payer, etc. Alors, c'est les mêmes arguments. Et puis, je me suis retourné chez moi, pensant vraiment que le problème était réglé. Mais non, j'ai eu un autre téléphone de la même personne qui m'a demandé de rencontrer le chef, Robert Bourassa. Alors, je me suis dit, c'est sérieux. De toute façon, je n'ai rien à perdre de le rencontrer, parce que rencontrer un chef de parti, ça n'arrive pas tous les jours, évidemment. Mm-hmm. Alors, j'ai pris sur moi de prendre la décision d'y aller, à rencontrer. Mais avant, j'ai consulté. J'ai consulté dans ma famille, j'ai consulté des amis. Mais celui qui a décidé une bonne partie, moi, c'était mon père. Mon père m'a dit, avant que je parte pour aller voir M. Bourassa, j'ai rencontré mon père, il m'a dit, si tu veux y aller, c'est le temps. Alors, ça m'a motivé, évidemment, beaucoup, pour aller rencontrer M. Bourassa. Alors, je suis allé rencontrer M. Bourassa. Avez-vous posé des conditions? Oui. Et je l'ai rencontré, M. Bourassa, il m'a bien reçu. C'était dans sa maison privée à Montréal. Il m'a bien reçu. On a discuté de choses et d'autres pour en arriver, en fin du compte, au sujet brûlant. Est-ce que tu serais intéressé à devenir candidat du comté de Champlain? Alors, je lui ai dit, écoutez, c'est un comté qui n'est pas facile. C'est le comté de Maurice-Bellemare, l'ancien comté de Maurice-Bellemare, évidemment. L'Union nationale est très bien implantée, alors ça va être difficile. Mais en fin du compte, j'ai dit, je suis prêt à accepter à une condition, que vous mettiez dans le programme du parti une loi sur le syndicalisme agricole. Si vous acceptez cette proposition-là, j'accepterai d'être candidat dans le comté de Champlain. On a discuté encore un petit peu pendant quelques minutes, et après, je suis parti pour m'emmener chez moi. Alors, je pensais vraiment que le problème était réglé. Je me suis dit, je ne pense pas que M. Bourassa accepte ça. J'ai l'impression que s'il avait eu à vouloir le faire, il l'aurait déjà mis dans le programme du parti, parce que c'est depuis le temps que l'UCC réclame une loi. Alors, évidemment, normalement, ça devrait déjà être fait. Alors, M. était chez nous tranquille, me disant, je pense que le problème est réglé, et puis on va continuer notre travail à l'UCC. Mais je suis arrivé chez moi, il était à 4 heures, et puis à 7 heures, j'ai un téléphone de Robert Bourassa qui me dit, j'accepte ta proposition.
Alors, automatiquement, je me suis vu candidat dans le comté de Champlain. Je me suis, comment dirais-je, je me suis pris un peu à mon propre piège, au fond, hein. Alors, j'ai dit oui, je n'avais pas le choix de dire oui, je m'étais engagé. Alors, j'ai dit oui. Est-ce que vous aviez des adversaires à l'investiture libérale? Non, il n'y a pas eu d'adversaire à l'investiture. Il n'y a pas eu d'investiture, d'ailleurs. J'étais nommé par le chef du parti. Et cette première campagne électorale, c'était nouveau pour vous? Aviez-vous une bonne organisation, des bons appuis? Comment vous avez mené cette campagne-là? J'avais de l'expérience de l'organisation, mais je n'avais pas l'expérience de l'organisation politique. Évidemment, dans tout ce que j'avais fait dans le passé, j'avais fait beaucoup d'organisations, évidemment, autant à l'Action catholique qu'à l'UCC. Alors, je n'avais pas d'expérience d'organisation politique. Mais je me disais, ça se fait un peu de la même façon. Alors, j'ai rencontré l'exécutif, puis j'étais chanceux parce que dans l'exécutif, je connaissais 2 personnes. Alors, on a formé un petit groupe tout de suite, évidemment, pour commencer la campagne électorale. On a formé un groupe de 7, 6 ou 7, où on a réparti des tâches, là. Un qui s'occupait de la publicité, l'autre s'occupait du financement, l'autre s'occupait de rencontrer les journalistes, l'autre s'occupait des bénévoles, et un dernier qui s'occupait de la campagne électorale pour moi, qui était ce qu'on appelle l'organisateur en chef, évidemment. Et après ça, on a organisé dans chacune des paroisses rurales des comités, et on l'a fait également dans chacun des quartiers de la ville. Alors, c'était l'organisation générale qu'on avait pour faire la campagne électorale de 1970. Avez-vous un grand territoire à couvrir? Le comté de Champlain, c'est pas un très grand comté. À l'époque, le plus loin, c'était peut-être 50 km, chose comme ça. Saint-Adelphe, c'était le plus loin, ça. C'était pas un très grand comté. Il y avait à peu près 55 des électeurs dans le Cap-de-Madeleine, évidemment, puis le reste dans le milieu rural. Et quel genre d'engagement vous avez pris à votre première campagne électorale? On a pris des engagements généraux, là, comme tout le monde en prend dans les comtés. On va faire un bout de chemin ici, on va faire un autre bout de chemin là-bas. On va aider les municipalités pour tel ou tel travaux d'infrastructure, etc. Alors, c'est un programme général pour le comté, mais on a surtout utilisé le programme du parti comme programme de fond, là, comme vrai programme, voyons. On a pris le programme du parti. Et vous parlez que c'est pas une circonscription très grande, mais est-ce qu'il y avait différentes souches, différentes classes socio-économiques? Non. Il y avait différentes classes économiques. Il y avait le milieu rural, évidemment, c'était les agriculteurs. Et il y avait des petites entreprises aussi dans le milieu rural, certaines paroisses où il y avait des petites entreprises. Et le Cap-de-Madeleine, évidemment, c'était une ville ouvrière, les pâtes et papiers, l'aluminium, etc. Donc, c'était un comté ouvrier et agricole. C'était les 2 classes, évidemment, qu'il y avait. Évidemment, il y a toujours une petite classe moyenne en travers ça, là, les professionnels, les petits chefs d'entreprise et tout ça. Mais grosso modo, là, les voteurs, les vrais voteurs, là, c'était les ouvriers et les agriculteurs. Et qu'est-ce qui vous rendait confiant de l'emporter en 70? Je ne sais pas comment je dirais ça. Quand j'ai quitté le bureau du CC, je me suis dit, maintenant, je pense autrement, je pense politique. Alors, si je pense politique, je pense gagner, il fallait absolument que je gagne le comté, parce que si je perdais, évidemment, j'étais obligé de me trouver un autre job, puis ça ne m'intéressait pas, évidemment, de me réembarquer dans une nouvelle démarche pour trouver un autre travail. Alors, je me suis dit, il faut que je gagne. Et je n'ai pas pensé à aucune reprise qu'on allait perdre. J'ai pensé tout le long de la campagne que j'allais gagner. Alors, on avait une bonne organisation, ça travaillait beaucoup, les bénévoles travaillaient beaucoup, on avait un bon bureau, un bon comité. Alors, ça travaillait et les cours venaient d'un peu partout où on disait, bon, Toupin est en avance, il y a des chances de passer, etc. Alors, je l'entendais dire un peu partout et ça me donnait confiance. Donc, je n'ai pas pensé, aucune minute, aucune seconde même que j'allais être défaite dans le comté. Est-ce que vous aviez des gros adversaires dans Champlain? Oui, il y avait 3 adversaires. Il y avait le Crédit social, qui avait un bon candidat. Il y avait l'Union nationale, qui avait un bon candidat aussi, et le Parti québécois, qui avait un bon candidat aussi. Il y avait 3 bons. On était 4 bons candidats en liste dans le comté de Champlain. Et là, évidemment, vous êtes élu en avril 70. J'imagine que vous étiez heureux, oui. Soulagé aussi. Oui. Quelques jours après, vous êtes nommé ministre de l'Agriculture. Comment vous l'avez appris?
Ça faisait depuis que j'avais été élu, j'étais à la maison, j'attendais des nouvelles, puis j'avais pas de téléphone. Évidemment, je me demandais qu'est-ce qui se passait. Je savais pas si j'allais être ministre de l'Agriculture ou si je ne le serais pas. Évidemment, tout le passé de la campagne électorale me donnait des indications comme quoi j'aurais un ministère. Évidemment, le premier ministre est venu 3 fois dans mon comté. Et puis, j'ai été nommé comme candidat, donc ça veut dire qu'il voulait absolument m'avoir dans son équipe. Alors, j'avais ça, moi, comme raison de croire que j'allais avoir un ministère, mais je n'ai pas eu de téléphone. Alors, il a réuni les députés, le premier ministre, évidemment. Il a réuni ses députés, je ne sais pas si les anciens députés y étaient, je ne me rappelle pas, quelques jours avant la sermentation. Et quand je suis arrivé dans la salle, évidemment, il m'appelle, il dit « T'es pas surpris, est-ce que je te nomme ministre de l'Agriculture? » Je dis « Un peu, oui, vous m'apprenez ça comme ça tout d'un coup. » Alors, il dit « Donnez-moi 10 minutes, je vais appeler ma femme pour savoir si elle est d'accord. » Donc, j'ai appelé ma femme et j'en ai parlé. Elle a dit « OK, je suis d'accord. » Donc, c'est comme ça que j'ai appris que j'allais être ministre de l'Agriculture quelques jours avant la sermentation. Ça s'est passé aussi simplement que ça. Aussi simplement que ça. Et votre première rencontre, vous dites que vous avez rencontré les nouveaux collègues avec M. Bourassa. Comment ça s'est passé, cette première rencontre? Ça s'est très bien passé. L'accueil a été bon. Je ne connaissais pas beaucoup de députés, évidemment. Je ne connaissais aucun. J'ai salué tout le monde. Je me suis senti à l'aise. Et les députés semblaient être à l'aise avec moi aussi. Ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu d'anicroche nulle part dans cette première rencontre-là. Et là, vous êtes nommé ministre de l'Agriculture. Vos relations avec le milieu agricole, elles devaient être bonnes parce qu'il devait vous sentir un des leurs. Vous aviez été dans l'UCC, dans les jeunesses rurales catholiques. Je pense que j'ai été bien accepté par les agriculteurs. En tout cas, les contacts que j'avais avec eux me démontraient qu'ils étaient satisfaits de ma présence comme ministre, évidemment, parce que j'ai travaillé pour eux pendant 10 ans, 5 ans à Amos, 5 ans à Trois-Rivières. Alors, ils me connaissaient, les agriculteurs me connaissaient dans la province de Québec. Et j'ai été bien accueilli. Puis moi, j'aimais ça, j'aimais l'agriculture, j'aimais les agriculteurs. Donc, ça s'est bien passé. L'accueil a été chaleureux et a été efficace aussi. Et cet appui-là, vous l'avez eu aussi pendant tout votre mandat à l'agriculture? Oui, presque tout le long de mon mandat, oui. Ouais. Et quels étaient vos objectifs en arrivant au ministère de l'Agriculture? Évidemment, là, on entre dans la programmation, là, c'est toutes les lois qu'on a faites et tout ça. On s'est fixé 4 grands objectifs quand je suis arrivé au ministère de l'Agriculture. Le premier, c'était la loi sur le syndicalisme agricole. C'était la première priorité. C'était d'ailleurs, votre condition d'entrée en politique. C'était ma condition, oui. La deuxième, c'était de passer une loi sur l'assurance stabilisation des revenus des agriculteurs. La troisième, c'était la productivité sur les fermes. Et la quatrième, c'était une loi sur la protection du territoire agricole. C'était la quatrième objectif, évidemment, qu'on s'était fixé. Alors, on a commencé par la loi sur le syndicalisme agricole. On l'a passé en 1972. Et en même temps, évidemment, on a travaillé sur la productivité. La loi sur le syndicalisme agricole, c'était la loi de l'UPA. La loi de l'UPA aujourd'hui, oui, c'est ça, c'est cette loi-là. Qui donnait c'était donnait aux agriculteurs l'autorisation de prélever sur la paie des producteurs la cotisation syndicale. C'est la formule RAN, évidemment, appliquée à l'agriculture. Mais c'était plus que ça, évidemment. C'était une structure qui leur convenait, qui convenait à leurs besoins, qui convenait à leurs désirs aussi. Ça faisait longtemps, ça faisait une trentaine d'années que les agriculteurs demandaient une loi qui soit conforme à leurs besoins et à leurs désirs. Alors, c'est moi qui leur ai donné cette loi-là, évidemment, avec le gouvernement. C'est le gouvernement qui l'a passé, oui. Et ensuite, c'est stabilisation des revenus que vous êtes attaqué? Oui, l'assurance stabilisation des revenus, c'est une loi importante parce que les agriculteurs se plaignaient toujours, évidemment, qu'il y avait des difficultés de revenus quand les prix tombaient. Évidemment, puis là, ils venaient au ministère pour avoir des subventions. Alors, on s'est dit, pourquoi pas passer une loi pour qu'on assure un revenu stable aux agriculteurs, ce qu'on appelle la stabilisation des revenus. Alors, on a établi le principe de payer les agriculteurs tenant compte des coûts de production sur la ferme. Alors, si les coûts de production, y compris le salaire de l'agriculteur,
dépassait les prix, évidemment, obtenus sur le marché. L'assurance stabilisation comblait la différence entre les prix du produit du marché et le revenu que l'agriculteur devait toucher. Est-ce qu'il y a eu d'autres législations d'importance durant ce premier mandat? Il y a eu la loi sur le cidre, évidemment, qu'on a passée, qui avait une certaine importance. Évidemment, il existait des cidreries, mais c'était un peu clandestin. Alors, on a légalisé tout ça avec une loi qu'on a appelée la loi sur le cidre, qui permettait de fabriquer et de commercialiser le cidre dans la province de Québec. Il y avait, pendant ce premier mandat-là, un litige entre le Québec et l'Ontario sur le poulet et les œufs. C'était quoi le fond du litige et quelles solutions vous avez apportées? Le problème, c'est que les producteurs d'Ontario et les producteurs d'œufs d'Ontario avaient des surplus de production qui déversaient sur le marché du Québec. Et le contraire était vrai pour le Québec, qui avait un surplus de poulet qui déversait sur le marché de l'Ontario. Alors, les producteurs, évidemment, demandaient à leurs gouvernements respectifs de passer des règlements pour empêcher le produit des œufs d'entrer au Québec et pour empêcher le poulet d'entrer en Ontario. Alors, on a réglé le problème, on s'est rencontrés, les deux ministres, on a réglé le problème en créant un organisme national qui, lui, évidemment, fixerait des quotas pour l'ensemble du pays, le répartirait ensuite de ça pour chacune des provinces, selon leur production et selon le marché aussi, évidemment. Et s'il y a des surplus de commercialisation qui s'annoncent, alors les producteurs ensemble s'arrangeront pour se partager l'augmentation de la consommation. Alors, la province de Québec demandait toujours de prendre une part plus grande d'une augmentation de consommation. Et dans le poulet, l'Ontario faisait la même chose, de telle sorte qu'avec les années, ça s'est équilibré. Le problème s'est réglé par lui-même. Le problème s'est réglé par lui-même. Comment vous planifiez votre temps entre vos fonctions de ministre de l'Agriculture, les déplacements que ça impose, le député de Champlain, les débats à l'Assemblée nationale, votre vie de famille, bref, ça fait pas mal de choses à s'occuper en même temps. Il fallait que je m'occupe de mon comté. Alors, dans mon comté, j'irais deux jours par semaine, c'est-à-dire une journée complète, mais une demi-journée. Alors, je faisais du bureau le lundi, tous les lundis, et le samedi après-midi ou le samedi avant-midi, ça dépendait. Ça, c'était mes journées de bureau, ça, c'était régulier, à moins que je sois en dehors de la province. Ça, c'était mes journées de... Alors, je m'occupais de ma famille le soir, en fin de semaine, quelques soirs à la semaine, évidemment, quand je n'avais pas de travail le soir. Alors, on essayait d'arranger ça pour que ça convienne aux deux, à ma femme et à moi, évidemment, puis les enfants aussi, pour qu'on puisse avoir une vie de famille un petit peu normale, évidemment, parce que c'est très exigeant, la politique. Si on répond à toutes les demandes, on ne serait jamais chez nous, on serait toujours parti. Alors, c'est comme ça que j'organisais mon temps avec ma famille. Et comme ministre de l'Agriculture, avez-vous eu à vous déplacer beaucoup en province? Oui, j'avais beaucoup de demandes pour des causeries chez les agriculteurs. Il y a d'autres milieux aussi, des chambres de commerce, des clubs Richelieu, dans certaines paroisses, dans certaines villes, me demandaient de leur expliquer l'agriculture, surtout quand j'ai passé la loi de l'UPA, on a fait connaître un peu plus l'agriculture. Alors, un certain nombre d'associations voulaient en savoir plus, donc on me demandait d'aller donner des causeries. Oui, j'étais un de ceux qui étaient demandés pas mal de donner des causeries à l'extérieur du gouvernement. Merci beaucoup, M. Toupin. On continue la semaine prochaine. OK, merci.